Troisième et dernière partie de notre émission, dont le numéro de ce jour est consacré aux événements qui ont marqué le continent en 2024. Un nouvel invité m'a rejoint, Jean-François Akandi Kombe. Vous êtes professeur agrégé de droit à la Sorbonne. Vous êtes par ailleurs un homme politique centrafricain, le président du Conseil de résistance et de transition. Merci. Merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Pour jeter un regard sur les événements politiques qui ont marqué 2024 qui s'achève puisque nous sommes presque à la fin de l'année. Nous parlions, Jean-François Akandi Kombe, de l'élection présidentielle au Sénégal dans la deuxième partie de notre émission. Et ça nous a permis aussi de constater qu'au fond, on parle très peu des États anglophones qui pourtant sont de vraies réussites démocratiques. La preuve, nous avons eu la preuve ce 7 décembre au Ghana, où le pouvoir a changé de main de façon assez pacifique. Mahamadou Bamounia du NPP n'a pas hésité une seule seconde à féliciter John Dramani Mahama qui a remporté la présidentielle. Et il ne s'est rien passé du tout. Qu'est-ce que ça vous évoque, la présidentielle que vient de connaître le Ghana, qui l'ancre davantage, qui marque davantage son ancrage démocratique? Alors, vous avez évoqué, en contraste un peu les pays francophones et les pays anglophones, et c'est vrai que dans la partie anglophone de l'Afrique, il y a une autre pratique politique. En tout cas, en revenant au Ghana, moi, ce qui me frappe d'abord, et en se projetant en avant sur ce qui est désirable pour notre continent, j'observe que d'abord, il y a une question d'éthique politique. Oui. Une éthique politique qui est différente, qui débouche sur des pratiques politiques qui sont plutôt, qui permettent l'apaisement et qui permettent en tout cas le progrès. Vous aurez observé que ces élections ont amené au pouvoir l'ancien président, un ancien Absolument. président, le président John Mahama, et a été battu un vice-président sortant, mais qui a été président de 2013 à 2017. Ça. Donc nous avons une alternance. Ce n'est pas seulement ces élections qui se sont bien passées, il y a une alternance et il y a, je dirais, une culture politique qui se crée à partir de cela. Et il ne faudrait pas oublier non plus le rôle joué par la population qui a fait preuve d'une maturité exemplaire, parce que, bien sûr, des élections présidentielles ou parlementaires, toute élection est aussi le moment de la prise de pouvoir par des émotions. Mais ces émotions ont été maîtrisées dans le cas présent, et c'est un exemple qui est à saluer, me semble-t-il, en tout cas en préalable. Il est à saluer et il a été rendu possible par un certain nombre de décisions, pour être plus concret. C'est ça. Dans beaucoup de nos pays francophones, le président sortant va faire peser une sorte d'incertitude jusqu'au dernier moment sur son intention de se présenter ou de ne pas se présenter. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, avait indiqué très longtemps, il y a 2 ans déjà, qu'il ne comptait pas se représenter, puisque le mandat présidentiel est limité au nombre de 2 au Ghana par la Constitution, et qui ne comptait par conséquent pas modifier la Constitution, comme cela se fait par chez nous, pour pouvoir se représenter. Et d'ailleurs, je peux témoigner, puisque nous l'avions invité, le président Nana Akufo-Addo, à Paris le 15 novembre de cette année, pour donner une conférence. Et il y a comme une sorte de traînée d'inquiétude et de poudre qu'il a suivi jusqu'à Paris pour savoir, mais vraiment, est-ce que c'est vrai que vous ne vous représentez pas? Oui. Et là, il a répété, évidemment, qu'il ne comptait pas se représenter. D'ailleurs, ça l'a amené à sourire un peu. Mais c'est un acte d'un homme de conviction, qui s'est traduit également par le fait que l'année dernière, en 2023, en perspective des élections groupées, puisqu'il y a eu aussi les élections législatives, il avait très clairement invité ceux de son équipe, notamment à la présidence, qui souhaiteraient se présenter à des élections, de démissionner de leurs fonctions. C'est ça.
pour aller se consacrer à la campagne, ce qui est aussi une autre manière vertueuse d'envisager des élections, de mener des élections sans les moyens de l'État et sans la pression qu'on met dans nos différents États. Je m'arrête là, mais je pense qu'il y a un certain nombre de... C'est un mélange d'un ensemble, à la fois d'éthique collective, d'éthique personnelle, d'une certaine pratique du pouvoir, et on ne peut que saluer à la fois le président Nana Akufo-Addo, président sortant, son vice-président qui était le président malheureux, en tout cas le candidat malheureux, et l'ancien président, et surtout, je dis toujours qu'il n'y a pas de démocratie sans le peuple. Et il n'y a de souveraineté que pour des peuples libres. Et par conséquent, je me réjouis beaucoup et j'espère que ce chemin-là va être suivi par d'autres pays. Pour compléter, M. Akanji, pour ce qui est des présidents successifs et de l'alternance avec le retour de Dramane cette fois-ci, il y a encore un petit détail, c'est que quand Dramane a été élu la première fois, un de ses soutiens, puisqu'il était du même parti, c'était l'ancien président Jerry Rawlings, que j'ai bien connu, qui avait fait un coup d'État militaire, qui a remis de l'ordre au Ghana, et qui est revenu au pouvoir par des élections démocratiques. Et qui a quitté le pouvoir avec une cote de popularité exceptionnelle au Ghana, jusqu'à son décès il y a quelques années. Et quand Dramane a été élu, avec le soutien de Rawlings, qui d'ailleurs n'avait pas soutenu son épouse, qui était candidate en primaire contre Dramane, il faut le savoir. Ça aussi, il faut le faire. Donc, il avait considéré que Dramane était sans doute le meilleur, plus fort que son épouse, pour diriger le Ghana. Dramane gagne, et son premier mandat, et espérons que le deuxième sera meilleur, n'a pas été à la hauteur des espérances des Ghanéens, ce qui fait qu'au tour suivant, Akufo-Addo a été élu contre Dramane, et Jerry Rawlings, une forme de deuxième père de la nation après Nkrumah, a soutenu Akufo-Addo contre son propre parti à cause du non-respect de la parole de Dramane à l'époque. C'est ça. Et il faut se rappeler que le père d'Akufo-Addo était le président quand Rawlings a fait le coup d'État militaire. Absolument. Donc, la complexité de la chose, il faut la connaître. Absolument. Et donc, ça démontre que le Ghana, aujourd'hui, a su dépasser les clivages politiques, les clivages de certaines périodes des uns et des autres. Et j'en donnerai un petit dernier qui nous ramène à la Côte d'Ivoire, c'est que Akufo-Addo, pendant la période de la crise ivoirienne, était le ministre des Affaires étrangères de Koufor. Et il venait à Abidjan dans le cadre du groupe de travail international pour essayer de tordre le bras de Gbagbo, en particulier à propos de l'Assemblée nationale qui était soi-disant dissoute ou pas dissoute, etc. Et il a donné beaucoup de fil à retordre au président Gbagbo. Quand il est devenu président plus tard, j'ai le souvenir qu'il reçoit Macron à Accra et qu'il rencontre à nouveau Macron dans une conférence à Dakar. Et dans les deux fois, il donne une leçon de souveraineté à Macron. Et je rencontre Gbagbo à la prison de La Haye et je lui rapporte ça. Il me dit oui, j'ai vu ça sur France 24 parce qu'il avait quand même une télévision dans sa cellule. Et j'ai vu ça et il me dit Bernard, tu vois, nos idées progressent. Absolument. Parce que ce monsieur m'a donné du fil à retordre et aujourd'hui il parle comme moi. Donc, essayons d'avoir espoir dans la démocratie en Afrique. Alors c'est très amusant quand monsieur Oudin parle de John Jerry Rawlings. On pourrait dire, j'ai déposé le père, j'ai soutenu le fils après. Puisqu'il a fait le coup d'État au père de Nana Akufo-Addo, qui était alors président, et il soutient maintenant... Non, il a soutenu la démocratie ghanéenne. La démocratie, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Alors très rapidement, et Côte du fait, Kanga, le professeur l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, le 15 novembre dernier, il a co-animé une conférence avec le président ghanéen, le président sortant, Nana Akufo-Addo. C'était à la maison des avocats à Paris, ici à Paris. Oui, avec un jeune Africain qu'on ne doit pas oublier. Voilà, monsieur Gali. Pascal Gali. Monsieur Pascal Gali. Qui a fondé une organisation très intéressante qui est le Choc des légendes. Absolument. Donc, nous étions tous les trois. C'est un clin d'œil qu'on lui fait. J'étais allé à cette conférence. Mais avant d'y aller, j'ai téléphoné avec deux confrères ghanéens. Ils sont à Accra. Ils sont de la presse marquée presse de l'opposition. J'ai posé 3 questions à ces deux confrères, juste comme ça. Y a-t-il un journaliste en prison au Ghana?
On dit non, jamais. Ici, nous, on critique le président, ça l'amuse même. J'ai dit, y a-t-il des prisonniers politiques au Ghana? Il dit, aucun. Écoute, Richard, je suis de l'opposition, mais je peux te dire, il n'y a aucun prisonnier politique au Ghana. Et enfin, la troisième question, y a-t-il des Ghanéens en exil? Et l'un de mes réponses, si à Paris, vous rencontrez un Ghanéen qui vous dit qu'il est exilé du fait de son opinion politique, de ses opinions, de ses convictions politiques, ne le prenez pas au sérieux. Ou alors il n'est pas un Ghanéen. Et là, je vous parle du Ghana, un pays africain. Et le président vient à cette conférence et dit, moi, j'ai même supprimé le délit de presse quand j'ai pris le pouvoir. Chez moi, aucun journaliste n'ira en prison parce qu'il m'a critiqué. Parce que c'est normal, ça participe de la démocratie. Est-ce que ça ne remet pas radicalement en cause ceux qui disent que la démocratie ne peut pas marcher en Afrique? Là, je vous parle d'un président africain, président d'un État africain. Évidemment. En fait, plus que la démocratie, c'est une question de droits de l'homme. Je veux dire, quelqu'un pourrait être au pouvoir pour 1000 ans et quand même respecter les droits de l'homme, que ça m'arrangerait. Je suis davantage un pragmatique qu'un dogmatique démocratique. C'est-à-dire, de toute façon, il en est de même pour tous les peuples de la Terre. Si les dirigeants de tous les pays du monde réalisaient les performances économiques et sociales auxquelles aspirent les populations ne regarderaient même pas leur longévité au pouvoir. C'est le cas de grandes économies qui ont émergé à une vitesse incroyable comme Singapour sur les 30 dernières années à peu près. Ce qui signifie d'un autre côté que si les aspirations des populations n'obtiennent pas réponse, celui qui était censé tenir la promesse et qui ne l'a pas fait doit s'en aller, le cas échéant le Ghana. Parce que l'une des raisons pour lesquelles, enfin de toute façon M. Addo ne pouvait pas se représenter, mais le dauphin issu de son parti, le NPP, le New Patriotic Party, il n'a pas été reconduit, c'est parce que les populations ne sont pas satisfaites du bilan économique. La situation au Ghana est absolument catastrophique actuellement. On parle même de la pire crise de l'histoire récente du Ghana. Catastrophique, ça dépend par rapport à quel autre pays on fait la comparaison. Relativement, par rapport à ce qui a été attendu du Ghana, par rapport à ce qui est attendu du Ghana ou aux années Rawlings notamment. Parce que là, on nous a annoncé pour 2025 un taux de pauvreté qui va avoisiner les 33%. Ce qui est quand même assez effrayant, parce qu'on était déjà dans les 22% en 2023-2024, ça veut dire que ça va encore grimper d'environ 10 points. Et donc la population a totalement désapprouvé le gouvernement en place, d'autant plus que l'élément fondamental sur lequel était basée l'économie du Ghana, le cacao, c'est quand même le deuxième exportateur mondial après la Côte d'Ivoire. Il y a eu un déficit de production assez criard dû à beaucoup de facteurs, que ce soit au niveau du climat, des crises internationales, comme vous dites, ou de l'orpaillage abusif et illégal, l'exploitation artisanale de l'or qui a énormément nui au sol, et aussi l'incapacité du président Akufo-Addo à juguler les finances et à répondre de manière énergique aux différentes crises. Il avait annoncé ne pas avoir recours au FMI. Finalement, devant son incapacité à résoudre la chose de ses propres moyens, il a eu recours au FMI, et donc la population, devant tout cet enchevêtrement d'échecs, a décidé que nous n'en voulons plus. Et évidemment, comme vous venez de l'évoquer, les choses se sont passées de manière absolument exemplaire, de manière absolument pacifique, de manière absolument agréable. Et le Ghana, aujourd'hui, comme le Sénégal aussi, du moins sur ce plan-là, informe l'Afrique et le monde sur deux volets. Le premier, c'est que c'est possible. Absolument. C'est possible. Le deuxième, c'est que c'est possible même quand on vient d'une situation absolument contraire. Parce que le Ghana, vous l'avez évoqué, monsieur, c'était pas facile au début. Les années après Nkrumah ont été assez tumultueuses. Et monsieur Jerry Rawlings arrive en 79 et renverse Fred Akufo. D'ailleurs, la situation est tellement cocasse que le premier coup d'État va échouer. Il sera incarcéré, mis en prison et condamné. Mais il va être libéré quelques jours plus tard à peine et retenter un autre coup d'État au début du mois de juin 79 qui va donc mettre hors circuit M. Fred Akufo et installer Ila Liman. Et Ila Liman sera à nouveau renversé 2 ans plus tard par le même
Jerry Rawlings, qui va donc rester jusqu'au multipartisme des Il années aime faire 80. parler de lui. Hein. Oui, il aimait faire parler de lui. C'est pour dire politiquement, le Ghana, c'est pas, enfin, ça ne s'est pas passé ex nihilo du jour au lendemain. D'ailleurs, il a fallu attendre le multipartisme de 92 pour sortir du régime militaire, et c'est là où on a eu l'élection de monsieur Jerry Rawlings et sa réélection en 96. Mais il a, comme vous avez évoqué, légué le pouvoir également de manière pacifique. Pour quelqu'un qui est arrivé par un coup d'État militaire, c'était déjà à saluer. Et même lors des élections du début du millénaire, où il soutenait à la base le candidat de son parti, puisque c'est lui qui avait créé le NDC, Monsieur John Atta Mills, c'était le dauphin, en tout cas le successeur voulu par Jerry Rawlings, mais qui n'a pas eu de problème à se plier au fait que c'est John Kufuor qui avait gagné l'élection. Une autre leçon, on va dire, de ce Jerry Rawlings, là dont l'histoire retient la grandeur aujourd'hui. Et ensuite, après Monsieur Kufuor, c'est enfin John Atta Mills qui a exercé et qui n'a pas satisfait aux aspirations du peuple, parce que... Je vous coupe une seconde pour une anecdote, c'est que quand Rawlings fait son premier coup d'État, un des premiers actes posés dans le cadre de la lutte contre la corruption, c'est la condamnation et l'exécution d'un de ses neveux. Je peux vous dire que ça a calmé les Ghanéens pour longtemps. Ouais. Donc voilà. Et donc John Atta Mills s'en va. Il est remplacé donc par ce premier mandat de John Dramani. Enfin, il s'en va. Il est décédé en 2012 dans l'exercice de son pouvoir, et donc remplacé par ce Mamani Drama, et ensuite qui est remplacé par Akufo-Addo. En fait, on a un joli ping-pong politique à la tête du Ghana, qui se passe sans effusion de sang, qui se passe sans échauffourée. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de continuité où les dirigeants au pouvoir prennent acte du fait que le peuple n'est pas satisfait de leur politique et se retire sans faire de vagues. Aujourd'hui, Nana Akufo-Addo accepte le fait que M. Mahmoudou Boumania, je ne sais pas trop comment il s'appelle, Mahmoudou... Baoumia. Voilà. Nana Akufo-Addo prend acte du fait que je n'ai pas réussi à convaincre le peuple par la pertinence de ma politique, et mon dauphin était encore moins convaincant que moi. Donc nous avons perdu, on reviendra éventuellement plus fort demain, mais pour l'instant nous avons perdu. C'est l'intérêt supérieur de la nation ghanéenne qui prouve. Le peuple a parlé et c'est le peuple qui a le dernier mot. Alors cette dernière phrase, en tout cas, c'est ça la question de la souveraineté. C'est un peu mon credo d'une certaine manière, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait être pragmatique. Je le suis aussi. Je partage avec vous ce positionnement pragmatique, mais pour dire que le pari du peuple, du retour à la souveraineté du peuple, c'est-à-dire à la décision par le peuple ou à l'appréciation du politique par le peuple, est sans doute le pari gagnant pour l'Afrique. Et en réalité, c'est la question de la prise en compte des populations dans les politiques qui sont menées, dans les perspectives qui se dessinent en Afrique. C'est l'un de nos grands problèmes dans les États, que ce soit d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est que on crie au peuple, on appelle au soutien, en tout cas, on revendique le soutien du peuple, mais sans jamais lui donner l'occasion de s'exprimer. Et je trouve que ce que vous nous invitez à faire, c'est regarder dans le rétroviseur pour mieux tracer les lignes de 2025. Et il y a des élections qui vont se présenter. Absolument. Et j'espère que, précisément, la leçon que je veux retenir de 2025, c'est que, à partir de l'exemple du Sénégal et du Ghana, c'est que dès lors qu'on fait confiance à la décision qui va être prise par le peuple. Le président Nana Akufo-Addo, pour avoir échangé avec lui et pour l'avoir entendu, puisque vous l'avez entendu également, était parfaitement conscient du fait que la politique, il y a aussi une usure du pouvoir. Et il y a la confrontation, quand on est au pouvoir, avec l'environnement qui n'est jamais très favorable. Et en l'occurrence, il y a eu plusieurs crises qui sont passées, qui ont amené le pays au niveau au niveau d'endettement, au niveau surtout d'inflation, qui avait frôlé presque les 50%, je crois que c'était autour de 40%, mais qui a été ramené l'année suivante, en 2023, à 23%. Donc il y avait une sorte de retour vertueux, mais il appartient au peuple de décider par des élections, parce que jusqu'à maintenant, nous avons les élections comme moyen de choix de nos dirigeants.
avant de pouvoir réfléchir à d'autres moyens qui seraient peut-être typiquement africains, mais il y a les élections qui sont là, et l'enjeu, c'est d'avoir des élections apaisées. Il ne peut y avoir d'élections apaisées que s'il y a une transparence, et s'il y a une transparence à l'égard des électeurs, et que l'on est assuré de la fiabilité du résultat qui va en sortir, et s'il y a la liberté des uns et des autres de professer, de désigner, de croire en ce qu'ils veulent croire et de désigner qu'ils veulent désigner. Donc, de ce point de vue-là, j'espère que ce pari du peuple sera toujours donné dans nos différents pays, quand bien même il y aurait un chef d'État qui serait tellement fantastique qu'en 50 ans, en restant 50 ans au pouvoir, il pourrait faire le bien du peuple. Mais s'il peut faire le bien du peuple, il devrait être convaincu que le peuple sait qu'il fait son bien. Oui. Et donc Absolument. se présenter. Merci. Et sans oublier que c'est le peuple qui, de façon souveraine, limite le nombre de mandats. Donc, même si vous êtes le meilleur pourvoyeur... Enfin, voilà. ça dépend. Voilà, sur ce point-là, juste brièvement, vous soulevez une question qui mériterait plus de temps, mais c'est le peuple qui donne le mandat. On a dit le contraire en Afrique tout le temps, en disant que c'était la conférence de la Baule qui l'avait décidé. Oui. Mais au Ghana, comme en Centrafrique, au Bénin, les conférences nationales souveraines ont eu lieu avant la Baule. Absolument. On est totalement d'accord. Et la démocratie, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Absolument. Parce que c'est jamais gagné. Et quand on parle d'élections et de respect de l'élection, on pourrait prendre le cas de la France actuellement. Merci d'avoir participé à cette émission. Jean-François Kandji Combé, je rappelle que vous êtes le président du Conseil de résistance et de transition CRT, par ailleurs professeur agrégé de droit à la Sorbonne en France. Ben Aoudin, conseiller de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, merci à vous également d'avoir participé à cet échange. Claude Wilfried Kanga, vous êtes politologue, analyste politique, merci. Merci pour vos éclairages dans cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré à une sorte de rétrospective 2024. Nous sommes presque à la fin de l'année. On va souhaiter à nos téléspectateurs une bonne santé et une heureuse entrée dans la nouvelle année 2025. Merci. Une excellente année démocratique sans effusion de sang. Sans effusion de sang et surtout que nous réussissions en 2025 à lutter contre la vie chère, contre la pauvreté sur le continent parce que les populations n'en peuvent plus. D'ailleurs, c'est la période des fêtes. On imagine les difficultés qu'ont beaucoup d'Africains aujourd'hui à rendre heureuse leur famille, à faire des cadeaux aux enfants, c'est quelque chose de complètement regrettable. Mais si la vie est moins chère, ça peut être encore plus facile. Merci à vous. Et si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com et surtout abonnez-vous massivement pour nous encourager. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.